Dans cette vidéo, on va voir comment créer une stratégie de contenu B2B rentable. Alors, je vais me présenter vite fait pour que vous sachiez si je suis légitime ou pas sur ce sujet. J'ai eu une agence dans l'automatisation. Je suis actuellement freelance en création de contenu B2B sur plusieurs canaux, donc LinkedIn, email, et je fais aussi plus des pages de vente de conversion. Et j'ai travaillé avec plusieurs agences dans l'automatisation, des SaaS dans l'IA, et j'ai généré pas mal de leads pour toutes ces personnes. Ce qui m'a amené à développer du coup une méthodologie assez rigoureuse pour créer du contenu quand on est une entreprise B2B, générer des leads, des rendez-vous, des inscriptions pour son SaaS, enfin peu importe l'objectif business, globalement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un genre de fil conducteur que vous pourrez adapter en bonne intelligence euh, pour votre cas spécifique. N'hésitez pas à vous abonner, je vais sortir une vidéo dans pas longtemps sur l'ABM, le compte based marketing, qui sera, on va dire, un peu la suite logique de ça, où l'ABM, c'est en fait c'est pas une voiture, c'est une blague, c'est une stratégie plus globale euh, qui permet d'aligner les équipes commerciales et le marketing, parce que souvent, en fait, le problème qu'on voit, c'est qu'il y a les sales qui font du téléphone, ils font un peu d'email, un peu de DM, LinkedIn, ils repostent des trucs de la page entreprise, du téléphone, voilà, comme des oufs, ils font des calls de vente, tout ça. À côté de ça, tu as le marketing qui fait des posts d'actualité, qui dit on a onboardé un nouveau collaborateur, machin, je sais pas quoi. Et en fait, les deux ne se parlent pas, il n'y a pas de synergie, alors que quand on aligne les deux, ça fonctionne, quoi. C'est exceptionnel, ça fonctionne bien. Et vous générez plein de ventes et d'opportunités, de sales et de tout ça. Mais là, on va se concentrer sur la stratégie de contenu. Alors, la stratégie de contenu, moi, avec les clients avec qui j'ai travaillé, le plus gros souci que je vois, en fait, il y en a deux. C'est un, le rythme de production, la méthode pour produire du contenu. Donc, ils en produisent souvent pas assez, et ça, c'est dû à un autre problème qui est plus profond, c'est qu'en fait, ils ont pas ils comprennent pas assez bien leur cible et ils font du contenu pour faire du contenu. C'est, on va dire, je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre famille qui a une entreprise, qui a une page Facebook. Et bah globalement, vous voyez, le pire du pire, c'est la tata. Alors, bon, je vais pas prendre l'exemple de ma tante parce qu'elle fait pas ça, mais prenons l'exemple, voilà, ouais, d'un cousin éloigné qui a une boîte. Tu sur son Facebook, tu as son numéro de portable, tu comprends rien, quoi. C'est un peu la cata, quoi. Il y a des posts pour donner des actualités, il commente sous des mèmes avec sa page entreprise. Enfin bref, vous voyez, c'est vraiment la catastrophe. Sur LinkedIn, qu'est-ce qui se passe? Bon, LinkedIn, c'est plus mon domaine, c'est quoi le plus gros problème? Bon, bah, les posts, c'est des posts d'actualité qui servent à rien, qui convertissent pas, qui n'ont pas d'objectif business, qui à la rigueur, alors moi c'est pas ma spécialité, si c'est votre spécialité, dites-le moi, mais des posts où on dit ouais les collaborateurs ils ont fait ça, bon bah là on a fait un repas de Noël, là on a fait ça. D'un point de vue business, alors j'ai pas tellement de retours là-dessus, mais il n'y a jamais aucun, j'ai pas la data pure et dure, mais j'ai aucun CEO qui m'a dit avec notre vidéo sur le repas de Noël, on a closé un grand compte. D'ailleurs, si ça vous est arrivé, dites-le moi, hein. Je serais très très chaud d'échanger vraiment pour comprendre comment, la mécanique, quel a été le déclencheur d'achat, la dinde, bien rôtie, bien dorée. Enfin bref, qui leur a donné envie de travailler avec vous. Donc, ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne à la rigueur, et c'est là la question que j'avais, si c'est votre spécialité, en plutôt marque employeur, développement de la marque employeur, je me dis que voilà, mais montrer des beaux repas de Noël, tout ça, ça peut donner envie aux gens de postuler chez vous. Mais dans ces postes, je vois souvent, enfin, je vois rarement des offres d'emploi à la fin.
Donc je sais pas trop ce que les community managers foutent avec ces postes-là. Globalement, en fait, globalement, la stratégie, c'est faire du contenu, mais pas d'objectif. Et donc aujourd'hui, on va essayer de résoudre ce problème pour que vous ayez une stratégie de contenu qui fonctionne. Ça fait déjà 5 minutes que je parle, c'est beaucoup trop long. Donc on va enclencher la deuxième. Moi j'ai un process en 7 étapes. Faites pas attention au design, c'est un vieux article que j'ai ressorti, mais globalement la méthode tient toujours. On va voir ça en 7 étapes, et pour chacune des étapes, vous avez une liste, des checklists, des frameworks pour correctement euh, développer toute votre stratégie. Donc, il faut d'abord définir un objectif, c'est ce que je vous disais, il faut un objectif. Et on va voir qu'il y a des objectifs qui sont pas bons et il y a des objectifs qui sont bons. Ensuite, on va voir comment définir une audience cible. Pareil, abonnez-vous, je vais faire une vidéo complète sur le buyer persona B2B. Enfin sur la buyer journey, c'est-à-dire en fait comment votre client idéal achète avec vraiment tous les frameworks d'analyse pour construire une bonne buyer journey, y réfléchir et avoir des documents que vous pouvez donner à vos équipes marketing. Voilà. Le deuxième truc, définir l'audience cible, définir les étapes du parcours d'achat. Bon, bah, c'est exactement ce que je viens de dire, mais c'est disons la mise en, enfin, sur le papier de comment on comprend son audience cible. Choisir les bons canaux, trouver les types de contenus. Ça, c'est une étape que beaucoup de personnes zappent, mais en fait, elle est extrêmement importante parce que c'est un peu le goulot d'étranglement de l'étape 5, de l'étape 6 et 7. En fait, si vous voulez, vous devez itérer sur des formats, enfin, vous devez itérer sur des formats qui fonctionnent ou pas, et on va voir comment trouver des formats qui fonctionnent. Ensuite, définir le process de création. Donc ça, c'est globalement plus du management et comment vous définissez votre processus. Ça va dépendre surtout des formats et d'un processus qui va vous permettre de créer beaucoup plus de contenu que ce que vous imaginez. Je perds un peu dans les mots, j'essaie de faire un peu du teasing là comme ça. Et ensuite, créer un calendrier éditorial. Bon, l'étape 7, je sais pas si je m'attardais là-dessus, mais globalement, vous mettez un Notion, calendrier, une base de données, contenu, machin, et puis voilà quoi. Donc, l'objectif d'une stratégie de contenu. Le problème, comme je vous le disais, c'est que vos contenus n'ont pas d'objectif, pour une raison qui est encore plus simple, c'est que votre stratégie de contenu n'a pas d'objectif. Alors l'objectif, moi je le vois du coup avec mes clients et avec les prospects que j'ai en rendez-vous, l'objectif c'est on veut générer plus de chiffre d'affaires. Je sais. Je sais que vous voulez générer plus de chiffre d'affaires, mais à ce stade, souvent quand un prospect me dit ça, c'est assez notable du manque de connaissances qu'il a en marketing et en stratégie de contenu. C'est qu'en fait, générer du chiffre d'affaires, c'est pas un objectif vraiment qu'on peut mesurer. Enfin, on peut le mesurer, mais c'est surtout l'assemblage de plein petites de petits autres objectifs qu'on va voir ensemble. Euh, donc, nombre de rendez-vous, nombre de nouveaux clients, vente et en B2B, moi, la métrique que je traque le plus, c'est le nombre d'inscrits à la liste email. Pourquoi le nombre d'inscrits à la liste email? Alors, cet article, il est vieux, ça fait longtemps que je l'ai rédigé, et je ne sais pas si j'en parle tout de suite après dans la partie 2 sur définir son audience ou le parcours d'achat. Sûrement dans le parcours d'achat. Mais en fait, la liste email, c'est ce qui vous permet de savoir s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Parce qu'en fait, quand ils vont vous donner votre email, ils vont le donner pour une raison. Et par exemple, si vous mettez un guide, vous vendez voilà, de la stratégie de contenu comme moi. Si quelqu'un là s'inscrit à cette newsletter, bah, je sais que globalement, elle est intéressée sur comment faire des stratégies de contenu. C'est un signal, ça me génère un signal qui me dit cette personne est qualifiée. Donc après, on verra sur une autre vidéo pour l'account-based marketing, mais ces signaux, en fait, vous pouvez les envoyer aux sales, aux équipes de vente, pour qu'ils fassent du call, envoient des DM, commencent à, par exemple, se connecter sur LinkedIn, envoyer du contenu spécifique par rapport à la boîte. Vous voyez, vous générez un signal où vous savez qu'en fait, le trafic, il est ce qu'on appelle tiède ou chaud.
Si par exemple, vous avez des bons outils de tracking, il s'est inscrit, visite du site, visite d'une landing page pour prendre un rendez-vous, bon bah cette personne-là, franchement, appelez-la quoi, ou envoyez un DM sur LinkedIn. Euh, Envoyez un DM sur LinkedIn, vous allez gagner du temps elle aussi. Et sinon, donc voilà, nombre de rendez-vous, nombre de nouveaux clients, vente, qui sont en fait les étapes d'après sur le traffic show. Donc, les objectifs que moi je traque, c'est inscrit à la liste email, rendez-vous, nouveaux clients, vente, et faut pas traquer followers, vues et likes. Alors, à ceci près que le nombre de followers, les vues et les likes, je suis un peu revenu quand même là-dessus. C'est que c'est quand même une bonne métrique pour voir le développement de la notoriété et sur des si par exemple vous êtes ça montre quand même un peu des signaux que ça va marcher ou pas sur des niches un peu compétitives. Vous voyez par exemple le marketing sur LinkedIn, la niche elle est quand même ultra saturée. Et d'ailleurs par exemple là moi j'ai une cliente qui est dans Facebook Ads. En fait, en échangeant avec elle, elle me disait voilà, on se positionne sur Facebook Ads en B2B. Non, pour les Facebook Ads e-commerce, je dis ouais, mais là, la niche, il y a 25 000 freelances, il y a plein d'agences, qui ont plein de preuves, tout ça. Et elle me dit non, mais moi en fait j'ai une spécialité, je suis spécialiste de Facebook Ads sur les marchés internationaux et sur l'ouverture et la croissance des marchés internationaux. Bim. Voilà, là vous avez un positionnement, elle a de la preuve, et vous aurez beaucoup plus de croissance si vous faites un, un meilleur positionnement comme ça. Donc Vanity Metrics, si vous avez un gros budget, ça peut être des métriques à traquer, je sais pas, sur mois 1 et 2. Mais à partir du mois 3, il faut que les ventes elles tombent et il faut que la liste email elle grossisse, parce que sinon, c'est-à-dire que c'est la cata. Donc on se concentre que sur ces métriques-là. Donc voilà, c'est ce que je disais. Alors oui, bon, il y a une nuance aussi, c'est les grosses entreprises, elles font des campagnes de awareness. Mais pareil en B2B, je suis pas ultra fan du concept de awareness parce que de toute façon les termes sont pas assez profonds, je trouve, pour faire des campagnes de awareness. Euh, Sauf pour des marchés vraiment énormes et des boîtes très spécifiques, comme par exemple les logiciels de compta qui s'adressent aux PME, aux freelances. Là, on peut faire de l'awareness, mais encore, je pense qu'il y a tellement de choses à faire avant que faire une campagne de awareness que c'est perdu du temps. Donc, ensuite, on définit son audience cible. Alors, euh, ici, moi j'ai un framework de 5 personnes qui sont dans votre audience cible. Et en fait, il va falloir les définir et les comprendre. Il y a le buyer persona ou le client idéal. Ça, c'est la voie royale. Donc je crois que je les développe juste après. Non. Euh, Globalement, le buyer persona, c'est le gars, il prend rendez-vous avec vous, il a la CB dans la main, ou il est sur son compte en banque et vous envoyez la facture, il paye. Le besoin, vous savez le résoudre, le problème, vous savez le résoudre, vous savez lui apporter de la valeur rapidement. Ça, c'est hyper important, parce qu'on va le voir avec le client kata. Vous savez lui apporter de la valeur hyper rapidement et vous savez que vous allez pouvoir l'upsell rapidement. Ça, c'est magique. Donc, c'est la cible qu'on cherche. On l'affine au fur et à mesure et aussi on développe son service par rapport à ce buyer persona. Donc, il faut aligner le produit et le service avec tout ça. Le recommandeur, euh, c'est un confrère. Par exemple, alors c'est pas juste un confrère, mais c'est quelqu'un qui peut vous recommander. Par exemple, t'es freelance ou t'es une plus petite agence, bah tu t'entends bien avec une plus grosse agence dans ton secteur et peuvent t'envoyer des petits leads ou des projets qu'ils peuvent pas prendre ou où ils sont pas bons sur le sujet ou voilà ils font de l'apport d'affaires. Donc ça c'est bien développé. C'est bien développé. Les confrères. Alors les confrères en fait c'est intéressant pour la notoriété et pour le statut. Par exemple, moi, dans le SEO,
J'ai généré mon premier client en 1 mois et demi sur LinkedIn à peu près, en étant personne, zéro preuve sociale, zéro use case client. Et en fait, la strat que j'ai fait, c'est que j'ai changé beaucoup avec des personnes dans la niche du SEO. Ce qui se passait, c'est qu'ils likaient et commentaient mes posts. Donc du coup, ça m'a amené plus de visibilité avec l'algorithme. Et après, ça a amené de la visibilité vers des clients potentiels. Ça m'a amené des rendez-vous. Et après, j'ai closé. Donc les confrères, en fait, c'est intéressant dans une démarche un peu de développement de l'audience et d'échange. Et aussi, c'est bien d'avoir une liste de confrères pour, par exemple, faire des salons ou des événements digitaux, des podcasts, ce genre de choses, et de développer votre réseau de confrères. Et vous voyez, les trois personas, on va le voir après, mais en fait, on peut parler du même sujet. Le buyer persona sera intéressé par des sujets dans le SEO comme vos confrères, comme les recommandeurs. Le client catastrophe, ce que je vous dis, c'est l'anti-client idéal. C'est vraiment ce que vous voulez pas. C'est le client où les cycles de vente vont durer une éternité. Quand il va signer, il va pas vouloir payer tout de suite. Quand il va payer, mais il va falloir le relancer 25 fois. Il va être tatillon sur le moindre détail à la con parce qu'il pense qu'il est meilleur que vous sur le truc que vous livrez. Bref, c'est une tannée, c'est insupportable et ça, il faut les disqualifier très très vite et si possible dans votre contenu. Et ça, franchement, faut l'avoir en tête. Moi, j'ai déjà eu des cycles de vente un peu cata comme ça. Normalement, au niveau du R1, il y a des signaux qui trompent pas trop au niveau du rendez-vous 1. Le gars veut pas te donner de budget. En mode, ouais, budget, je sais pas, on va voir, qu'est-ce que tu proposes. Lui, tu sais que ça va être une tanasse. Tu demandes un acompte, il négocie même l'acompte. Tu fais une offre, il demande de faire plus. Il t'explique que par principe, il négocie. Bon, alors ça, fuyez. Ça, c'est. Parce qu'en fait, faut bien comprendre que dans une relation commerciale, si le mec t'explique que par principe, il négocie, c'est-à-dire que par principe, va t'emmerder. Enfin, ça veut dire qu'en fait, par principe, dans les échanges, il va toujours essayer de te faire chier, il va jamais te faire confiance. Le fait de négocier, moi je pense surtout que c'est des personnes qui n'arrivent pas à avoir confiance et en eux, dans la capacité à gérer la relation avec un fournisseur, et, et dans le fournisseur, par extension du fait qu'ils n'ont pas confiance en eux. Mais bon, ça c'est que mon avis. On peut en discuter en commentaire. Faites péter l'algo. Donc voilà, là je développe tout ce que je vous ai raconté. Pour définir un buyer persona, donc vous devez lister les prérequis, les problèmes, les objectifs, les solutions déjà testées et les centres d'intérêt liés à votre produit ou à votre service. Par exemple, vous ciblez les e-commerce pour faire du SEO dans la cosmétique. Ce que j'avais fait, ça m'avait rapporté un peu de lead. C'est un audit du site de, comment ça s'appelle la marque de déo là, Respire. Et ça m'avait rapporté des e-commerce. En exemple de segment, donc B2C, je connais un peu. J'ai échangé avec des personnes dans le B2C. J'ai jamais eu de client B2C. C'est pas du tout mon segment de marché. Mais globalement, âge, sexe, localisation, origine, religion, orientation politique. Alors sexe, genre, si vous ciblez des segments LGBT ou ce genre de segment. Euh, Orientation politique, c'est important. Pourquoi? Je voyais un post là-dessus et bah, si la personne passe sur cette vidéo, il le saura, je vais pas lui envoyer un DM là-dessus où il expliquait que lui ses devs sont au Maroc et qu'il a perdu un contrat à cause de ça. Et en fait, c'est un post qui a de la potentiel qui potentiellement va faire réagir, va faire liker des gens, mais je pense que par rapport aux décideurs qui ciblent, c'est un post qui est pas terrible au niveau réputationnel, dans la mesure où on va associer ça à où vous voyez les gens qui sont CSP+, décisionnaires, ont plutôt des tendances et des préférences, on va dire, à droite. Et ce genre de discours, ça s'entend pas trop avec les gens qui sont à droite. Donc c'est des positions, des positionnements
qui, d'un point de vue réputationnel et branding, personal branding, sont pas terribles et peuvent en plus partir viral. Mais bon, globalement, c'est un post. Bref, on s'en fout, quoi. Segment B2B pour le buyer persona, donc c'est le poste, année d'expérience, nombre d'employés dans l'entreprise, secteur, produit, chiffre d'affaires. Année d'expérience, c'est important parce que si vous vous adressez à un CMO qui a 15 ans de bouteille, c'est pas du tout la même chose que une personne qui vient d'être promue CMO. Ça va pas être les mêmes sujets, ça va pas être la même chose. Le nombre d'employés dans l'entreprise, c'est pareil, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Un CMO d'une boîte de... Par exemple, j'avais parlé avec une responsable marketing d'une boîte de 12 personnes. Bah, elle était toute seule avec un stagiaire, c'est pas du tout les mêmes enjeux qu'un un VP market euh, qui sont un peu sur le même poste. Ils font pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Un VP Market, lui, il va essayer de voir les nouvelles tendances, comment analyser les KPI, ça va être quoi les prochaines choses à faire, euh, comment engager les équipes, comment recruter des meilleures personnes dans son équipe. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Le secteur, en fait, c'est hyper important. On s'en rend pas compte, mais c'est ce qui va permettre aussi de faire du contenu très très quali et très très spécifique. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur des sujets IT, automatisation IA, ce qui fait que, par exemple, là, j'ai échangé avec un CEO dans l'IA, et ben, j'ai réussi à produire beaucoup de contenu, je pense de qualité, enfin, j'ai eu des bons retours assez rapidement, alors que là, pareil, j'ai des leads où je dois préparer des choses dans des sujets complètement différents. Et je suis un peu largué parce que c'est des niches que je connais pas et qui sont très très niches. Et du coup, si vous voulez vraiment faire un truc bien, un peu premium, sélectionnez un secteur. Vous aurez un meilleur rendement. Le produit, quand j'entends produit, c'est est-ce que c'est du service, est-ce que c'est un SaaS, est-ce que c'est un e-com, euh, parce que vous allez pas vendre la même chose à un SaaS. Enfin moi par exemple, je vends pas exactement le même package à un SaaS qu'à une agence ou une personne qui fait du service. Et le chiffre d'affaires, très très important. Est-ce qu'ils sont rentables ou si c'est une startup, est-ce qu'ils ont levé, ils ont combien en budget à lâcher, enfin à lâcher, à investir bien évidemment. Il faut leur faire gagner de l'argent, c'est le plus important. Et donc là, les prérequis, c'est budget, accessibilité, timing, besoin. Donc comme je vous disais, il a de l'argent, il peut payer vite. Le timing, il veut travailler maintenant. Accessibilité, on peut le contacter facilement et il a un besoin qui est clair et défini, qui matche avec son offre. Là, donc les données psychographiques, les solutions déjà testées, le niveau de connaissance sur la solution, ce que je vous disais par rapport au poste, les déclencheurs d'achat. Alors ça, les déclencheurs d'achat, j'en ai pas parlé. Euh, je crois que j'en parle juste après. Bon, j'en parlais un petit peu ici. Déclencheur d'achat, c'est ultra important, surtout en copywriting. Les déclencheurs d'achat, c'est ce qui va faire passer votre copywriting de bien à exceptionnel. Enfin, il y a d'autres choses qui font passer votre copywriting de bien exceptionnel, notamment la preuve et les bénéfices. Mais le déclencheur d'achat, en fait, c'est un, une situation où la personne... Comment dire ça plus simplement? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des situations que la personne vit tous les jours. Et si vous arrivez à être associé à cette situation, vous gagnez. Ou sinon à trouver des situations, des problèmes, où vous allez pouvoir vous insérer comme la solution la plus rapide et la plus économique. Je vais vous donner un exemple. Là, je travaillais avec une boîte qui est dans la formation, enfin je travaille toujours avec une boîte qui est dans la formation B2B. Ils ont un gros catalogue de formation B2B. Et on cherchait un peu des idées d'email, parce qu'il y a une grosse base de données email qui est, bon, c'est pas vraiment de l'outreach, mais c'est pas vraiment de l'inbound non plus. C'est un peu, c'est un peu les deux. Et, euh, et on cherchait des idées d'email. Alors bon, je fais le truc classique que je fais tout le temps. Ok, les preuves, les use case clients, les bénéfices, qu'est-ce qu'on apporte, tout ça.
Et du coup, je me dis, ok, vas-y, on va se trouver des triggers. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les grosses boîtes, parce qu'on sait principalement des grands comptes et des ETI, ont plein de réglementations à la con qu'elles vont devoir mettre en place. Enfin, à la con. Je dis à la con parce qu'en fait, il y en a beaucoup et je me mets à la place des personnes qui doivent gérer ça, mais ça doit être une tanasse, mais insupportable. En bref. Et typiquement, là, il y a l'AI Act qui va arriver en août et vous arrivez avec un mail, c'est comment former vos 10 000 collaborateurs à l'AI Act avant sa mise en place. Et ben c'est bien de circonstances, c'est niche, on comprend les besoins et même après vous segmentez trois choses à ça, trois éléments sur lesquels former vos collaborateurs dans le secteur bancaire sur les AI Act. Vous ciblez que des responsables de formation de la banque. On l'a pas encore testé, mais je pense que on est quand même sur un angle, un sujet qui est plutôt pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une veille sur toutes les réglementations sur lesquelles les personnes vont être formées sur tous les secteurs. Et du coup, là, on a un déclencheur d'achat qui est un peu templatisé et qu'on va pouvoir utiliser sur plein d'éléments. Un autre déclencheur d'achat, ça peut être, par exemple, on dit qu'à 5 visites d'un site, et ben la personne, vous savez, il y a des outils. On peut trianguler, savoir c'est quoi la boîte qui a visité notre site. Bah, 5 visites d'un site, de notre site, on envoie un mail. Bonjour, on a vu que vous êtes passé sur notre site, est-ce que vous voulez prendre rendez-vous? Oui. Ce genre de truc. Les centres d'intérêt avec le sujet. Alors ça, c'est un peu pour faire. Vous pouvez aussi le faire pour du personal branding, mais vous voyez par exemple, euh, je sais que j'avais fait un post qui avait un peu fonctionné sur les techniques de copywriting d'Apple. Si les gens aiment bien Apple, la tech, tout ça, ça marche. Les croyances sur le sujet, je vais vous donner un exemple concret. Moi, par exemple, sur LinkedIn, je fais 5 posts gratuits. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de personnes qui me disent, mais ça marche vraiment LinkedIn? Et du coup, oui, ça marche. Et pour le prouver, bah, du coup, je t'offre 5 posts gratuits. Donc là, la segmentation, c'est ce qu'on a vu, tout ça, tout ça. Euh, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Les objectifs, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Définir les étapes du parcours d'achat, ça c'est la troisième étape. C'est le truc le moins bien compris. Déjà, quand vous avez un ICP précis, ça commence à être pas mal. Maintenant, il faut définir les étapes du parcours d'achat. Alors ça, on va utiliser un concept que j'adore, que j'utilise à chaque fois, qui s'appelle les 5 niveaux d'éveil de Gene Schwartz. Alors, je vais préciser un truc. Dans certains cas, les gens sont aware of the product, enfin aware of the solution, et vous n'avez pas besoin de faire du aware of the problem ou unaware of the problem. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer les 5 étapes et vous allez tout comprendre. Unaware of the problem, la personne, elle est pas consciente du problème. Alors, ce qui est un peu piégeux, c'est que c'est un peu la même chose que aware of the problem, c'est-à-dire que la personne a un problème et il est identifié. Je vous donne un exemple avec la perte de poids. Euh, non, prenons un exemple avec. Attends, mais je réfléchis. Pour un client. Voilà, pour un client que j'ai, il cible les avocats, il fait du marketing pour les avocats. Euh, les avocats comprennent rien au marketing. Ils sont très très mauvais au marketing, ils n'ont pas été formés à ça, c'est pas du tout leur métier. Et du coup, ils sont pas au courant que le problème, c'est qu'ils ont pas de système d'acquisition. Ils ont pas de funnel. Ils sont pas au courant qu'ils savent pas closer. Ok? Sauf que ne pas savoir closer, c'est un problème. Ok? Donc si vous voulez, unaware of the problem, aware of the problem, c'est un peu la même chose. Il faut créer une prise de conscience et éduquer sur les solutions. Dire que, par exemple, mon problème c'est que je n'ai pas assez de leads entrants, bah en fait c'est parce que tu sais pas que le vrai problème, c'est que tu n'as pas de système d'acquisition. Les solutions pour un système d'acquisition, c'est Google Ads, SEO, LinkedIn, machin. Donc aware of the solution, à pas confondre avec aware of the product. La solution, c'est ce qui va permettre
au niveau un peu théorique de résoudre le problème à votre cible. Du coup, je vous donne un exemple. Si on prend l'exemple des avocats, la solution, ça va être un système d'acquisition avec Google Ads, un nouveau site internet et un système de closing. Ok. Donc ça, c'est la solution. Et l'offre, c'est l'accompagnement pour le mettre en place. C'est vraiment ce que vous vendez. Et après, il y a Most Aware. C'est les personnes, comme je vous disais, elles sont allées sur votre site internet, elles ont commencé à cliquer, elles ont lu plein de trucs, elles regardent vos vidéos. Elles, faut juste mettre un petit coup de pied aux fesses et, et ils vont acheter, prendre rendez-vous, faire ce que vous voulez. Voilà. De toute façon, la buyer persona, comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo complète sur le sujet. Comment on choisit les bons canaux? Alors, euh, les canaux. Alors, si vous faites du B2B déjà, LinkedIn, email. On commence par là, la base. Il y a le SEO aussi qui fonctionne, il y a YouTube qui fonctionne, il y a TikTok qui fonctionne, il y a Facebook, il y a tout qui fonctionne. Mais si vous faites du B2B, LinkedIn. Il y a tout le monde sur LinkedIn. Et pourquoi newsletter? Parce que on détecte les signaux et c'est le canal qui convertit. Newsletter, pas en sortant avec de l'email à froid, des personnes qui se sont inscrites et vous leur envoyez des mails et ils sont inscrits parce qu'il y a quelque chose qui les intéresse. Bon, une fois que vous avez LinkedIn et newsletter, vous voulez tester de nouveaux canaux. Il y a 3 grands paramètres que je prends en compte, c'est la visibilité, l'engagement, enfin il y a l'objectif, le type de canal, le public sur le canal. Ça va être valable aussi si vous faites du B2C. L'objectif du canal, c'est est-ce que c'est de la visibilité, de l'engagement ou de la conversion? Typiquement, LinkedIn, moi je convertis quasiment pas sur LinkedIn. Et c'est pas du tout mon objectif, j'ai pas envie de convertir sur LinkedIn. Je fais de la visibilité pour amener sur mon canal de conversion et d'engagement qui est la newsletter. Dans la newsletter, je vois que les gens ils ouvrent, je vois qu'ils consomment, je vois qu'ils cliquent sur des liens, je vois qu'ils font des choses. Et conversion, bah, du coup, ça va être la landing page, ton calendrier et également la newsletter. Les types de canaux. Ah oui, voilà, ça c'est un truc à vraiment prendre en compte. Sur LinkedIn, tu n'es pas propriétaire du canal. C'est-à-dire que LinkedIn peut te bannir et tu peux perdre toute ta visibilité. Tu es propriétaire de ta liste email et de ta liste de contacts des personnes qui t'ont donné l'accord. Et ta payant, c'est quand tu payes des pubs, LinkedIn Ads, Facebook Ads, Google Ads, tout ça. Donc, si tu n'as pas de budget, tu peux pas de payant, tu fais de l'organique. Et si tu as du budget, tu peux ajouter une couche de payant à condition que l'organique fonctionne bien. Parce que l'organique va te donner les clés pour faire des pubs qui fonctionnent correctement. J'ai jamais fait trop d'ads, mais pour avoir échangé avec des personnes qui font des ads, c'est la condition sine qua non. Et le public sur le canal. Donc, comme je vous disais, comme si je vous disais B2B, LinkedIn. Si tu veux si tu vises des populations âgées, genre retraite, Facebook, je crois que je sais plus la moyenne d'âge sur Facebook, il me semble qu'elle est de 59 ans. Enfin, les utilisateurs actifs de Facebook, c'est 59 ans, donc c'est très très vieux. Et du coup, tu peux définir les bons canaux grâce à ces 3 critères. Là, normalement, tu commences à voir toute ta stratégie, tu commences à y voir clair, tu vas commencer aussi à avoir des idées de contenu parce que normalement, tu as bien potassé ta cible. J'ai fait une newsletter vidéo il n'y a pas longtemps sur le monologue interne de ton audience, de ta cible, que tu peux retrouver sur mon Substack. Il y a la vidéo YouTube et tu peux le retrouver sur ma vidéo YouTube. Tu peux le retrouver sur ma chaîne YouTube où j'explique en fait comment vraiment tu rentres dans la tête de quelqu'un pour faire du bon copywriting et faire des textes de vente et du contenu qui plaît vraiment, qui soit vraiment utile et qui résonne avec l'audience vraiment à un niveau émotionnel. Euh, Sauf que tout ça, il faut le mettre dans la stratégie globale. Pour trouver les types de contenu, moi j'ai 4 éléments, c'est l'idée, le format, le canal et l'objectif. L'idée, c'est la solution au problème de ton audience. Euh, alors, ça je l'ai écrit il y a longtemps, ça a un peu changé ma définition, mais j'aurais pas mis idée, j'aurais mis l'information. L'information, c'est vraiment l'info brute, sans
sans apparat, quoi. Parce que vous voyez, une idée, ça peut être... Alors, l'information brute, euh, oui, voilà. Par exemple, vous allez traiter d'une campagne que Burger King a faite, et l'information elle est intéressante parce que je reprends une idée d'un post de... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Faisal Belmadi, sur LinkedIn, où il parlait de Burger King qui ciblait les plus de 70 ans. Vous voyez, bah, juste ça, c'est l'information, c'est l'idée. C'est le truc brut. Ensuite, il va y avoir l'objectif. L'objectif, c'est à quelle étape du coup de la buyer journey ça s'insère et c'est quoi l'objectif de ce poste. Est-ce que c'est de faire une prise de conscience? Donc dans ce cas-là, on va le rédiger de cette façon-là. Est-ce que l'objectif c'est d'éduquer pour qu'on lui donne envie d'aller s'inscrire sur notre newsletter pour qu'il en sache plus? Est-ce que le but c'est de convertir? Donc du coup là on va parler de notre offre, comment notre offre fonctionne. Là, je fais juste un truc, ok. Voilà, et c'est ça qu'il faut bien déterminer. Et selon ces deux choses-là, on va pouvoir définir un canal. Si par exemple l'objectif c'est de générer des inscriptions à la newsletter, bah du coup le canal ça va être LinkedIn, Facebook, Instagram, ce genre de choses. Et le format, c'est en fait l'endroit où on fait le plus d'erreurs, euh, parce que les gens ne travaillent pas de format type. En fait, pour gagner du temps sur les trois autres. Et donc là, je prenais l'exemple, par exemple, euh, quand j'avais l'agence d'automatisation, ce que j'avais fait, c'est je faisais toujours un format LinkedIn qui s'appelle Problem Agitate Solve, toujours à peu près la même chose, qui redirigeait vers ma newsletter Substack, et j'avais eu des très très bons résultats. Ensuite, il faut définir le processus de création. Donc là, vous avez les idées, vous savez sur quel... Enfin, à ce stade, normalement, vous devez avoir peu un genre de tableau, calendrier éditorial, et puis vous savez que tel post LinkedIn va rediriger vers telle newsletter, ou tel lead magnet, ou telle vidéo YouTube. Maintenant, il faut définir le processus de création de chacun des contenus. Il faut créer des objectifs quantitatifs pour, en fait, réussir un peu à optimiser les process. Par exemple, nombre de mots, nombre d'infographies ou d'éléments visuels créés, nombre de minutes montées par jour, nombre de slides faites par jour. Comme ça, en fait, vous pouvez aussi calculer la productivité de vos équipiers et d'essayer de détecter des goulots d'étranglement. Parce que, par exemple, si vous avez un copywriter ou un rédacteur qui fait moins de 3000 mots par jour, c'est un peu ledge, quoi. Euh, pour vous donner un titre d'exemple, si je fais que rédiger, sur un sujet qui plus est que je connais, je peux monter à 6000 mots, 7000 mots par jour. Donc, 3000 mots, c'est quand même pas terrible, quoi. Donc voilà. Euh, L'autre chose aussi à faire, c'est qu'en fait, il y a des étapes qui ont un rendement qui est non linéaire. Et c'est là-dessus que vous allez générer des, des rendements exponentiels. Je tiens cette idée d'un podcast entre Jack Klaus et Paddy Galloway. Paddy Galloway, c'est le content stratégiste qui a travaillé avec MrBeast. Et en fait, il dit qu'il y a des éléments dans le process de création du contenu, des éléments du contenu qui ont des rendements non linéaires. Par exemple, en fait, le fait de changer la miniature et le titre, ça peut vraiment faire passer une vidéo de 1000 vues à plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions. Et ce genre de truc, il faut y passer énormément de temps et il faut être très très compétent. Parce que le levier, il est énorme. Euh, de, le levier pour travailler là-dessus, il est énorme. Donc, voici par exemple un tableau avec des actions à rendement non linéaire que j'ai remarqué. L'idéation, si vous avez une bonne idée, que vous savez comment sélectionner une idée, euh, vous avez fait genre 80% du taf. Au niveau, au niveau du potentiel de la vidéo. Je vais vous donner un exemple
d'idées. Parce qu'en fait, si vous voulez, il faut plein d'idées, mais il faut les filtrer. Dans votre idée, dans votre accroche, il faut qu'il y ait des mots et des éléments qui parlent et qui connectent avec votre cible. Par exemple, si vous parlez d'Apple, vous augmentez la probabilité d'avoir beaucoup de reach plutôt que si vous parlez de je sais pas quelle boîte dans la medtech inconnue au bataillon. Mais si vous dites euh, on va peut-être vivre 50 ans de plus grâce à une découverte scientifique d'une petite entreprise française d'Ardèche. Là, vous voyez, on parle d'une boîte medtech. Mais en fait, les éléments de l'accroche, on va ajouter 50 ans de vie. On va vivre 50 ans de plus. C'est quelque chose qui parle à beaucoup de personnes. Donc, il faut que vous réfléchissiez à, ok, votre idée, comment je la tweak pour qu'elle s'adresse au plus grand nombre. Et aussi qu'elle connecte le plus possible avec votre cible. Rédaction, création, globalement, c'est vraiment la partie copywriting, comment vous allez agencer, surtout au niveau du plan en fait et du storytelling. Ça, c'est un vrai levier. Euh, Ah mais non, mais attendez, mais je raconte n'importe quoi. Ah, j'ai pas mis le tableau avec les actions à rendement linéaire. Bon. Globalement, l'accroche, c'est le plus important. L'histoire, la structure du contenu. Et ouais, les images que le storytelling. Mais storytelling, pareil, il y a une masterclass qui va sortir dans pas longtemps, donc abonnez-vous. Le processus classique, vraiment de base, c'est idéation. Donc vous trouvez des idées, vous cherchez une accroche, ensuite vous rédigez, vous faites l'édition, c'est-à-dire que vous allez relire, améliorer des choses, et la publication et la planification. Après, maintenant dans l'édition, selon les contenus, vous pouvez faire du graphisme, vous pouvez faire de la vidéo, vous pouvez faire du montage. Des fois, il y a plusieurs étapes, donc euh, à vous de structurer correctement le processus. Donc voilà, là, c'est ce que je vous expliquais, l'édition, tout ça. Et après, à partir d'une idée, vous pouvez faire du repurposing. Exactement comme en fait ce que je suis en train de faire là. J'ai pris un article qui était SEO sur mon site, je la mets dans ma newsletter, enfin je le mets dans ma newsletter, et je me filme en expliquant, en ajoutant des nouvelles informations par-dessus. C'est la même idée, c'est le même contenu, c'est la même chose, sauf que sur différents formats. Et je vais en faire des posts LinkedIn pour amener sur la newsletter et ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs techniques de repurposing. Voilà, là j'avais dit, j'ai en tête les posts LinkedIn sur, bon je les ai pas fait puisque de toute façon je faisais autre chose. Comment gagner 10 heures par semaine en intégrant le repurposing dans votre processus de création. Et vous voyez, ça c'est l'accroche, vous expliquez comment faire du repurposing, mais le repurposing n'est rien sans une bonne stratégie, il faut savoir sur quel canal aller, machin, nanana. Du coup, j'ai un process complet sur comment faire votre stratégie de contenu, elle est disponible en commentaire. Comment choisir ces canaux, par exemple là c'est un des problèmes, certains marketeurs s'épuisent à publier sur des canaux qui ne convertissent pas. Voici comment vous devez sélectionner vos canaux. Et après, on explique que, ok, vous avez les bons canaux, mais maintenant, est-ce que vous savez quels sont les bons formats? Regardez l'article sur comment faire une stratégie de contenu pour trouver comment faire les bons formats. Donc, voilà. Et après, donc, créer le calendrier éditorial. Comme je vous disais, vous faites un tableau, un Airtable, un make, nom du contenu, ou l'accroche, la date de publication, date de réalisation de programmation, là où les personnes responsables, les tâches à faire, la campagne associée, et les tâches, le nom de la tâche, la date limite, les responsables de la tâche. Et aussi, un truc campagne, moi des fois je le fais, c'est vous voulez communiquer que sur un sujet, vous voulez avoir une campagne sur la release de une fonctionnalité, vous préparez en fait la campagne sur ce truc-là et vous faites ce funnel sur juste cette fonctionnalité. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas à me les poser. Si vous avez trouvé ça super, n'hésitez pas à dire que c'est super et à liker la vidéo. Si vous pensez qu'elle est utile, repartagez-la sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez le résumé et l'article